Bonjour à tous et merci mesdames et messieurs d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Droit de réponse, votre magazine de débat et de décryptage des principaux sujets d'actualité parus dans la presse en semaine. Au menu de nos discussions ce dimanche, la grogne des avocats, plus précisément ceux des zones anglophones du pays qui ont entamé depuis le mois dernier une série de protestations et de manifestations tendant à faire plier le gouvernement sur quelques positions. Eh bien, les revendications sont montées d'un cran cette semaine au point d'être vivement dispersés à Bamenda et à Buea, où des hommes de loi ont purement et simplement été molestés. La presse cette semaine relève entre autres le silence complice du barreau. On reparle de ces revendications et de cette manifestation dans cette édition de Droit de réponse. Au menu également, l'élection de cette fin d'année, celle de Donald Trump à la tête des États-Unis. Contre toute attente et détrompant tous les sondages, Trump, milliardaire et mania de l'immobilier, est devenu le 45e président des États-Unis, mettant en touche la favorite Hillary Clinton. Une élection une fois encore très suivie en Afrique et au Cameroun. Mais au fait, que peut attendre l'Afrique en général et le Cameroun en particulier de ce président déjà très énigmatique et imprévisible pour son propre pays? Un président qui n'aura pas beaucoup parlé de l'Afrique dans sa campagne. Ce sera également l'autre articulation de ce programme. Et pour sortir, un mot sur cette session parlementaire de novembre, session traditionnellement consacrée au vote du budget de l'État pour l'année à venir. Mais bien loin de ce budget, nous allons recueillir l'avis de nos panélistes sur ces discours d'ouverture à la Chambre basse et haute qui sont restés bien collés à l'actualité. À l'Assemblée nationale, on a parlé de réseaux sociaux. Au Sénat, c'était plutôt les contrats de concession qui ont eu la part belle, sous le prisme sans doute de la dernière catastrophe ferroviaire des ECA. C'était le 21 octobre dernier. Voilà donc, mesdames et messieurs, les sujets qui ont retenu notre attention pour cette édition de Droit de réponse. Mais avant, la revue de presse avec vous, Fabien Dongo. Bon dimanche. Bonjour Albertine et bonjour à tous. Alors, on reparle donc de ces trois sujets qui ont retenu notre attention ce dimanche. On parlera, nous le disions tout à l'heure, de l'élection de Donald Trump, mais d'abord des avocats anglophones et puis un mot sur le Sénat et l'Assemblée nationale. Et comme vous le dites, donc, la presse camerounaise n'a pas manqué l'occasion de revenir sur la grève des avocats. On l'a vu cette semaine qui s'achève. Pour le Messager, ces derniers ont plutôt durci le ton. Ils ont organisé d'ailleurs en début de cette semaine qui s'achève à Bamenda une conférence au cours de laquelle ils voulaient annoncer la mise en place d'une branche de l'ordre des avocats exclusivement anglophone. Cette phase de l'opération n'a pas marché et pour aller plus loin, les avocats anglophones ont organisé une même marche, donc du côté, ou tout au moins une marche qui a plutôt tourné au vinaigre. La nouvelle expression souligne pour sa part que c'est le lieu dit Liberty Square de Bamenda qui a été ciblé par ces derniers. Mais hélas, la police a sauté sur ces avocats en utilisant des gaz lacrymogènes et bien sûr des matraques. Bilan, 2 avocats blessés et un véhicule de la gendarmerie endommagé. La nouvelle expression rappelle néanmoins que Liberty Square avait d'ailleurs rappelé des tristes moments. On se souvient qu'en 1990, il y a eu 6 morts. C'était lors de la création du Social Democratic Front, de la crainte des pouvoirs publics cette fois. Comme si cela ne suffisait pas, les avocats anglophones sont allés à Limbe et Buea poser les mêmes actes qui ont d'ailleurs à nouveau été réprimandés par les forces de police. Le Messager précise que les avocats anglophones estiment avoir, à travers notamment toutes ces violences, que l'État veut leur imposer le droit civil en vigueur dans les régions francophones du Cameroun, à la place donc du Code civil anglo-saxon, qui, bien sûr, pour les 2 régions, comme on le sait, le sud-ouest et le nord-ouest, en tout cas, selon le journal qui a fini par nous apprendre que la situation est donc décambolique depuis quelque temps, selon bien sûr la météo, malgré la sortie du ministre de Garde des Sceaux, rappelant d'ailleurs que le traité OHADA a déjà été donc publié en français comme en anglais. Certains avocats font la sourde oreille et multiplient des manifestations. Pour le ministre de la Justice, cela permet donc de comprendre qu'au lieu des bonnes revendications déjà solutionnées, les avocats anglophones sont manipulés par des personnes tapées dans l'ombre pour troubler l'organisation de la CAN féminine de football à Limbe et une partie du Cameroun. Voilà du moins pour ce qui est de ce sujet, le tout premier. Le second sujet, Albertine, la presse aussi s'est également intéressée à l'élection du président des États-Unis. On se souvient encore cette semaine, le Messager s'est appuyé sur les raisons de l'échec d'Hillary Clinton
tout en se demandant comment elle a pu échouer. Le quotidien qui avait donc même annoncé la victoire d'Hillary Clinton s'est ressaisi en précisant que c'est le rêve brisé pour la démocrate favorite donc de cette élection présidentielle américaine. Le Messager pense plutôt que Donald Trump, élu président des États-Unis, a trompé tout le monde. Le journal aligne d'ailleurs des qualificatifs pour cet événement historique: séisme, catastrophe, cataclysme, bien entendu, etc. Tous ces superlatifs pour parler d'un homme presque rejeté de l'establishment politique mondial, ce que Nicolas Sarkozy appelle pudiquement le dictateur, ou tout au moins la dictature de la pensée unique. C'est une citation. Alors, pour l'Alliance des forces progressistes, c'est un parti politique du Cameroun, de l'opposition notamment. Hillary Clinton, durant donc la campagne, a incarné plus que Trump le costume de femme d'État. Hélas, le destin a donc décidé autrement. Pour le Cameroun, pour Cameroun Tribune, donc le 45e président des États-Unis est un républicain. Sur 200 médias américains qui couvraient donc la campagne, 194 soutenaient Hillary Clinton, mais le choix des Américains a été porté donc sur Donald Trump. La nouvelle expression de dire que Donald Trump a fait mentir les sondages, et à l'issue donc d'une très surprenante élection présidentielle, le Social-Democratic Front, à travers son ministre de la communication du Shadow Cabinet, pense que le peuple profond a donc rejeté le mode dynastique de développement, ou tout au moins d'évolution du pouvoir. Voilà du moins ce qui est également de ce second sujet de cette semaine, et même cette semaine aussi, Albertine, on a parlé plutôt de la dernière sortie de Kavaye Djibril, notamment pour la session parlementaire, la dernière de l'année également. La presse était au rendez-vous. La nouvelle expression a parlé d'une rentrée parlementaire tumultueuse. Le reporter a relevé qu'au-delà donc des innovations annoncées pour tenter d'éviter au Cameroun de continuer donc à sombrer sous le poids des lourds dossiers, les députés vont plancher sur les chantiers des infrastructures routières, le développement des transports, l'éducation, la santé, la corruption et surtout la vérité même sur la tragédie des ECA. La nouvelle expression s'est aussi intéressée à l'annonce du président de l'Assemblée nationale. Pour lui, les réseaux sociaux sont une nouvelle forme de terrorisme pour le Cameroun. La guerre doit être menée pour mettre un terme. Belle idée pour certains membres du Parlement, mais qui ne cadrent pas avec notamment ses avis, les avis de ses camarades du parti RDPC. Ils estiment que finir avec, ou tout au moins arrêter ou fermer les réseaux sociaux au Cameroun, ce n'est pas normal parce qu'on ne peut plus s'en passer de ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, chacun voudrait faire le tour du monde à travers ces réseaux sociaux-là. C'est ce que pense d'ailleurs l'honorable Combat, qui fait savoir que Kavaye Djibril a raté l'occasion de se taire. Il aurait dû parler de toute autre chose que de parler des réseaux sociaux et éviter également de faire une autre annonce, comme des annonces qu'il a pu faire sur le terrorisme, en tout cas, parlant notamment de Boko Haram camerounais. Voilà quelques éléments contenus dans les journaux qui font également partie de ce débat. Merci Flavien Ndongo pour cette revue de presse et bon dimanche à vous. Meilleur à vous. Alors mesdames et messieurs, on va découvrir le panel qui nous accompagne pour cette émission. Bonjour et bienvenue sur notre plateau, monsieur Anissé Canet. Bonjour. Bonjour. Bon dimanche. Merci à vous également. Vous êtes membre du bureau politique du Manidem, ancien président de ce parti. Oui, membre du bureau politique. Serge Aimé Bikoy est avec nous. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Serge Aimé. Bonjour Albertine. Journaliste et sociologue du développement. Exact. Merci d'avoir fait le déplacement de Yaoundé pour ici. Nous avons également Maître Emmanuel Pensi. Bonjour, bon dimanche à vous Maître. Bonjour Albertine et bonjour aux téléspectateurs de votre chaîne. Avocat au barreau du Cameroun pour ceux qui ne le savent pas. Et puis Edmond Kambia qui est avec nous. Bonjour Edmond. Bonjour Albertine, bonjour à tous les copanélistes. Oui, journaliste, voilà, consultant pour cette émission. Je vous laisse le temps de dire bonjour aux panélistes, allez-y. Oui, je salue tous les copanélistes, je salue principalement tous ceux qui nous regardent en ce moment. Je voudrais dire combien je suis heureux et dire mes félicitations, n'est-ce pas, à un ancien camarade de lycée qui a été nommé lundi évêque auxiliaire de Bafoussam. Je pense à Monseigneur Emmanuel Dasséyoufan. Alors, je le disais, vous êtes consultant pour cette émission, vous êtes journaliste, vous êtes en service à la Nouvelle Expression, chef service de politique et politique internationale. Tout à fait. Alors, nous allons commencer directement cette édition avec ce premier sujet qui nous intéresse ce matin. Alors, ce midi, la grogne donc des avocats anglophones. C'est un mouvement d'humeur entamé depuis près de mois, un peu plus d'ailleurs, puisque c'est pas les revendications
revendications ne sont pas très nouvelles, mais c'était quand même le 11 octobre dernier que les avocats d'expression anglaise avaient décidé encore de boycotter les audiences dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest à l'origine du mécontentement de ces hommes de loi, l'inexistence des versions anglaises des actes uniformes OHADA. Un mois après, je le disais également, nous l'avons vu avec la revue de presse, les revendications peuvent dégénérer en autres revendications qui n'étaient pas prévues au début. On parle aujourd'hui de la création d'un barreau totalement anglophone. On parle également de d'enlever tous les magistrats d'expression francophone dans les zones anglophones. Alors Edmond Kambia, vous avez lu tous ces articles parus cette semaine et qui ont donc traité de ce sujet. Quel commentaire pouvez-vous faire de ce qui a été dit par la presse parlant de ce sujet particulier? D'abord, il faut dire que la presse suit cet événement depuis que tout a commencé. Vous savez, les avocats d'expression anglaise se plaignent au départ de ce que les actes uniformes du traité OHADA n'ont pas de version anglaise officielle au Cameroun. Et je le disais à une autre occasion sur ce même plateau que cette revendication était et est toujours légitime. Parce que chaque fois qu'un texte a été adopté, signé et ratifié, il faudrait qu'il y ait une version à la fois en français et en anglais. Nous nous trouvons dans une situation où une revendication corporatiste, c'est-à-dire celle d'un groupe professionnel, celle des avocats anglophones, a connu de nouveaux développements au point de devenir une revendication politique. Parce que à cette revendication de traduction d'un texte juridique en anglais, s'est ajouté d'autres types de revendications, notamment le fédéralisme. Si je m'en tiens aux informations de nos reporters sur le terrain et les écriteaux, les banderoles, ils revendiquent également le fédéralisme, ils revendiquent entre autres choses un barreau essentiellement anglophone qui s'occuperait essentiellement, n'est-ce pas, de la common law, pendant que les francophones peut-être seraient seulement avec le droit civil, le code civil de leur côté. Ils revendiquent également, j'ai vu également d'autres messages fort significatifs. Or, en dehors du fédéralisme, il y en a même qui revendiquent la sécession. Et il faut dire que, selon des informations qui nous sont parvenues également à travers des enquêtes et reportages, il semblerait que parmi ces avocats-là, il y aurait également certains qui auraient des liens avec des mouvements qui ne sont pas ceux des avocats, c'est-à-dire des mouvements politiques, sécessionnistes ou non. Dans tous les cas, un mouvement corporatiste légitime a dérivé vers des revendications politiques. Voilà la situation aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que en face de ces avocats, ils ont le sentiment de n'être pas écoutés. Ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas d'interlocuteur. Lorsque le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a pu réagir sur la question, notamment dans les médias officiels, notamment dans Cameroun Tribune dans une interview, ces avocats, en tout cas tous ceux qui ont pu lire cette interview de Laurent Esso, ont le sentiment non seulement que Laurent Esso essaie de se justifier, de se dédouaner, sans apporter une solution pratique et réelle à la question qui a été posée, mais en plus, cette interview est assortie de menaces, non seulement à ces avocats d'expression anglaise, mais également aux bâtonniers, qui, selon le ministre de la Justice, garde des Sceaux, laisserait faire ces avocats sans les sanctionner. On reviendra justement à cette sortie du ministre de la Justice, mais d'abord avec vous, Maître Pensy, ces revendications des avocats d'expression anglaise, elles concernent, selon vous, le corps des avocats tout entier, ou alors il s'agit seulement d'une question anglophone? La presse a relevé cette semaine le silence assez parlant du barreau. Oui, d'abord, je voudrais revenir sur ce qu'a dit l'excellent Edmond Kambia, qui a bien résumé les revendications de mes confrères de l'autre côté anglophone. Je dois dire que moi, je ne les comprends plus, parce que au début, ils ont commencé avec une revendication qui consistait à dire que les textes de l'OHADA n'étaient pas traduits en anglais. Je voulais d'abord faire un rapport historique pour que les gens comprennent. Parce que l'OHADA, moi je faisais partie. Ça a commencé par la conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, c'est-à-dire les barreaux francophones, en 1984 à Paris, quand il y avait le bâtonnier Yondo et la délégation camerounaise comportait outre lui Maître Monguedi. Par la suite, à l'arrivée du bâtonnier 83, à l'arrivée du bâtonnier Mouna,
j'étais le président de la commission internationale de l'ordre des avocats et c'est moi qui ai eu à discuter du début de ces actes uniformes. On a commencé à parler dès Montréal en 1985 et ça a suivi. Donc ce sont les avocats des barreaux francophones qui ont voulu que, compte tenu du fait qu'ils vont faire du business, les États vont faire des affaires en Afrique, que dans tous les pays francophones, on trouve des différents textes et il fallait les harmoniser. Pour dire que leurs revendications... Non, je vous explique que c'est eux donc qui ont financé, parce qu'il y a le financement. Le financement des actes uniformes a été fait par ces pays francophones. C'est pour cela que nous avons, déjà ça a commencé en 97, mais le texte va arriver, l'acte uniforme, le premier c'est en 1997 que ça va arriver. Donc ça a commencé à Port-Louis, puis c'est en 97. Bon, donc maintenant, le Cameroun a émis dès le début, depuis toujours, en disant que ces textes-là doivent être traduits en anglais, parce que chez nous, nous avons deux langues officielles, le français et l'anglais, et ça poserait un problème d'ordre constitutionnel. L'excellent Maurice Kamto, qui a été consulté, si vous regardez le livre de l'OHADA, celui est vert, il est maintenant en bleu, a expliqué comment ça devait se faire, et c'est juste en 2008 seulement, au Québec, qu'il a été décidé donc que les 4 langues officielles de l'OHADA seront le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Et tout ça, je vous explique qu'il faut les financer. Je tiens à rappeler déjà que le Cameroun avait émis une ébauche de traduction en 1997 du premier acte uniforme. Mais ce n'a pas été admis parce que c'est un texte communautaire. C'est ça le vrai problème. Bon, maintenant, quand les avocats anglophones demandent que ça se fasse, oui, il faudrait que ça se fasse et que ça aille partout. Maintenant, quand ça déborde et qu'on vous dise qu'au dernier Conseil des ministres, parce qu'il y a le Conseil des ministres des pays de l'OHADA qui a siégé récemment, où on a dit qu'effectivement, le Cameroun a fait d'abord cette traduction qui a été acceptée et que la traduction officielle sera non faite. Donc, ce problème-là a été évacué et le ministre de la Justice a écouté et entendu les revendications sur ce côté-là. Mais bien évidemment, on parlera tout à l'heure, on a parlé du Code CIMA, d'autres textes, etc. Et puis ça a débordé, comme vous aviez expliqué. Maintenant, et donc, cette revendication concerne tout le corps, ou alors pour vous, ça reste un problème anglophone? Non, ce n'est pas un problème anglophone. Nous sommes d'abord un avocat, ça s'appelle le barreau, c'est un barreau national. Je parlais du silence des autres avocats. Non, le silence, c'est parce que ça a débordé. Le Conseil de l'ordre s'est réuni, je pense, qu'il y a une dizaine, une quinzaine de jours, pour leur demander de reprendre du travail. Bon, la réaction, à mon avis, j'ai été ancien membre du Conseil, me semble un peu timide. Et le Conseil, d'ailleurs, va se réunir à Bamenda prochainement. Et d'après ce que j'entends, mon ami Harmonie, Bonga, qui est à la tête, a dit qu'il ne veut pas voir le bâtonnier là-bas, comme s'il était autonome. Et je dois dire que, en continuant ce type de revendication, en considérant qu'ils ne font pas partie de l'ordre des avocats, ils sont maintenant dans le cadre d'une infraction disciplinaire. Et ils pourraient être à ce moment-là être convoqués devant le Conseil de l'ordre. Mais je crois que Nyekamga ne voudrait pas aller jusque-là et voudrait entamer le dialogue. Quand le ministre de la Justice dit qu'il entend que le barreau réagisse, effectivement, je conseillerais à mon ami Nyekamga de prendre la parole et de dire que, bon, sur cette revendication, c'est comme ça, voici ce que va faire l'ordre. Monsieur, arrêtez votre cinéma sur ces revendications-là. Si vous voulez faire de la politique, allez faire de la politique, mais ce n'est pas une question du barreau. Anissé Kane, qu'est-ce qui pour vous est le plus choquant dans cette affaire? De voir des hommes de loi qui descendent dans les rues, tiennent des marches, des manifestations, ou alors de voir tout cet arsenal qui était déployé à Bamenda et puis à Buea, où des hommes de loi sont tabassés, ou sont comme de vulgaires personnes en train de faire, je ne sais pas, une revendication politique. Qu'est-ce qui est pour vous le plus choquant dans cette affaire? Vous pensez que ce sont les vulgaires personnes qui doivent être tabassées? Tout le monde a le droit de descendre dans la rue dans un pays démocratique. Les manifestations de rue font partie du décor démocratique. Et lorsque les citoyens se sentent lésés, ils ont le droit, dans un pays qui se dit démocratique, de manifester. D'autant plus que c'était une manifestation pacifique. À ce que je sache, les propos du ministre de la Justice qui parle des gens tapis dans l'homme qui manipulent les avocats, ben on entend ça depuis 1990. Chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a toujours des gens tapis dans l'ombre.
et on ne les a jamais vus. Non, je pense que ce qui se passe avec les avocats et ce qui se passe généralement avec tous ceux qui ne sont pas en accord avec ce que pense le gouvernement, il faut accepter que les gens soient mécontents. Il faut accepter que les gens aient des revendications. Il faut accepter que les gens les manifestent de façon organisée, de façon massive, etc. Il faut l'accepter dans un contexte démocratique. Il ne faut pas qu'à chaque fois, ce soit l'occasion pour le gouvernement de lancer des menaces et de chercher un complot qui se trame toujours. Là, maintenant, c'est pour troubler la calme. Mais ceux qui troublent la calme, c'est ceux qui l'ont mal organisé depuis qu'on a pris sur nous de l'organiser. Et je dis que... Vous comprenez, vous, cette sortie des avocats anglophones, vous comprenez toutes ces manifestations? Non, je dis que le fédéralisme est une revendication politique. Elle est politique. Bon. Demander un barreau... anglophone, totalement anglophone. Anglophone, ça va dans le même sillage, parce que ce sont une décision qui doit être prise par les instances corporatistes du barreau. Bon, il y a toujours dans ce genre de truc l'amalgame, mais il ne faut pas chercher la petite bête alors que le problème est posé. Il faut harmoniser tous les textes de loi dans un pays qui se dit bilingue. Bilingue, pas des langues étrangères, en réalité, c'est ce qui s'agit. Il faut les harmoniser. Il ne faut pas attendre qu'il y ait la confrontation pour dire qu'on va le faire, comme le dit Esso, qu'on va le faire. Hein? Ouais, il dit on va finir. Non, il ne faut pas attendre la confrontation. D'autant plus que je pense que les avocats anglophones, le groupe d'avocats, parce qu'ils ne sont pas tous là-dedans, il faut le dire, a prévenu qu'ils vont manifester. Je pense que quand il y a ce genre de situation, il faut entamer le dialogue. Et c'est de la responsabilité des dirigeants d'empêcher que les choses ne dégénèrent dans le pays. C'est de leur responsabilité. Il faut arrêter cette manie comme Cavaillé, l'autre fanfaron, qui parle des réseaux sociaux comme des gens plus dangereux que Boko Haram. Je pense qu'il faut arrêter. S'ils n'ont rien à dire, qu'ils se taisent. Mais il faut prendre en considération qu'on est dans un pays qui se dit démocratique. Les gens se sont battus pour ces lois d'expression. Il faut laisser les Camerounais dire ce qu'ils pensent, même dans la rue. Alors, Serge Mebikoy, est-ce que vous pensez, vous aussi, que ces revendications cachent des arrière-pensées politiques, ou alors c'est là justement parce que le gouvernement n'a pas su arrêter une situation avant qu'elle ne devienne ce qu'elle est en train de devenir? Il y a eu ce point de presse qui devait se tenir à Douala, un point de presse qui a été interdit, un point de presse où un avocat d'expression anglophone voulait présenter justement la situation. Il y a eu, après cette sortie à Bamenda, est-ce que c'est le gouvernement qui a laissé que la situation en arrive là, ou alors vraiment il y a eu d'infiltration aujourd'hui et que derrière ces avocats il y a quelques pensées peut-être sécessionnistes? Non, on peut manifestement constater la tiédeur ou bien la réticence du gouvernement à ne pas résoudre ce problème, parce que véritablement l'on se rend compte que c'est quand il y a véritablement des mouvements d'humeur au sein de la société que l'on peut trouver un ensemble de mécanismes d'action pour régler justement le contentieux. Mais ça pose un problème parce que lorsque je suis notamment le processus historique relevé tout à l'heure par Maître Pensi, on peut justement regretter parce que lorsque on cible notamment deux dates, 1997 et 2008, de 1997 jusqu'à l'heure actuelle, ça fait déjà 19 ans. Pendant ces 19 ans, qu'est-ce qui a été fait concrètement pour justement parvenir à la réalisation, à la résolution de ces différents problèmes-là? Rien. Et c'est là où on peut davantage constater qu'il y a des lenteurs, voire des pesanteurs, notamment dans ce circuit-là, au point où l'on se demande aujourd'hui qu'est-ce qui coince. Et là, lorsque l'on voit également comment ces différents avocats anglophones ont justement diligenté ce problème précis, il faut relever que ce n'est même pas depuis octobre que ça a été justement actionné, c'est notamment depuis le 15 mai 2016. Donc ça fait aujourd'hui 6 mois. On aurait pu justement entre-temps trouver des mécanismes de résolution du conflit, mais jusqu'à l'heure actuelle, rien n'a été fait. Et c'est là où on peut davantage questionner cette lenteur-là, au point où l'on se rend davantage compte qu'aujourd'hui, il y a un problème de fond qui se pose. Parce que lorsque l'on voit justement ces revendications, et Edmond faisait fort opportunément mention de ces différents cas tout à l'heure, ce sont des revendications légitimes. Parce qu'on ne peut pas comprendre que certains textes soient exclusivement rédigés et publiés en langue française et que l'on ne puisse pas davantage noter au moins quelques textes juridiques publiés en langue anglaise. C'est ça qui présente la discrimination, notamment au niveau de la communauté anglophone, au point où l'on se rend davantage compte que finalement les revendications des
des avocats anglophones participe davantage à créer cette piste qui a été justement activée par les populations anglophones depuis plusieurs années à travers des revendications sécessionnistes que l'on a toujours l'occasion de remettre sur le tapis. Et là, on peut davantage se questionner. Moi, je pense qu'il n'y a pas manifestement des fausses tapis dans l'ombre. Vous savez, ce sont toujours des déclarations qui sont faites de part et d'autre pour justement voir, parce que ça rentre là dans le discours stéréotypé ou bien labellisant des autorités officielles qui estiment toujours qu'il y a des apprentis sorciers, il y a des figures tapis dans l'ombre, il y a des mauvaises Vous personnes. pensez juste que ce sont des avocats qui essayent de rentrer dans leurs droits? Non, c'est leur droit légitime. Maintenant, dans le processus d'analyse politique, les uns et les autres peuvent estimer que lorsque l'on voit par exemple la présidente nationale du CPP monter au créneau pour justement faire ses revendications, on peut davantage estimer que oui, ça a une coloration politique. Peut-être en parlera-t-on tout à l'heure. Je voudrais dire une petite chose, parce qu'il faudrait qu'on revienne quand même sur le contexte historique. Tout à D'abord, fait. une seule chose, celui qui doit représenter l'ordre des avocats, c'est le bâtonnier. Les revendications doivent passer par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Ce n'est pas un groupuscule linguistique qui va venir faire ses revendications. Sauf qu'ils disent qu'ils ont saisi le Non, bâtonnier et qu'il n'a non. pas réagi. Non, attention. Je voudrais dire une chose. Nous sommes dans un ordre. Et l'ordre des avocats, ce n'est pas le désordre. Et quand il y a un désordre, il appartient au bâtonnier, qui est le patron de l'ordre des avocats, de pouvoir faire. Bon, maintenant, les avocats anglophones disent que, je ne sais pas, que le bâtonnier n'a pas réagi. Comment tu ne sais pas? Tu dis que c'est désordonné. Je suis en train de vous expliquer que je ne suis pas au courant de la lettre qu'éventuellement que Harmonie et les autres auront envoyée au bâtonnier, mais je vous dis que, par exemple, que quand Nico Allé a demandé au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de le recevoir, il a reçu tout de suite. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice reçoit. Et d'ailleurs, il a fait une déclaration en disant que, mais que fait l'ordre des avocats? C'est-à-dire, il attend que l'ordre des avocats vienne au niveau du ministère. Et je dis que tous ceux qui ont eu sur ce problème, ce n'est pas la première fois qu'on parle de ce problème. Je rappelle d'ailleurs que le numéro 2 au niveau de la fonction des magistrats au niveau du ministère, c'est M. Ngouamessia. Et il n'est pas le seul. Donc, ce problème-là est un problème qui est connu. Et je peux vous dire que ce texte, dans un premier temps, mais je vous rappelle également que quand on appelle, on dit droit des affaires. C'est le business. Les francophones ne voulaient pas que les anglophones, c'est-à-dire les pays anglophones, se lancent dans le monde des affaires des pays d'Afrique. Il faut voir ce contexte-là. C'est-à-dire, puisque c'est Donc peut-être Non, la lenteur à pousser le oui, je mouvement. vous explique le phénomène. Nous sommes au Canada en 1985. On est en train de mettre les choses en place. Ça arrive à Port-Louis en 93. Et en 97, le texte sort. Et entre-temps, il faut payer. Bon, les gars, ils ne veulent pas payer parce qu'entre-temps, ils vont faire les affaires. C'est ça le véritable problème. Très bien. L'autre chose que je voulais vous expliquer en disant que vous avez dit qu'il n'y a pas les gens tapis dans l'ombre. Je vous dis faux. Vous pouvez les identifier complètement. Oui, je vous donne un nom. Mon confrère et ami et comptable Elad, qui est le parrain de État Besson, était l'avocat du CNCC. Nous avons voyagé ensemble. Un jour, il allait aux États-Unis pour porter l'affaire devant les Nations Unies, pour demander la sécession. Ils ont perdu le procès. Donc, ils ont essayé. Ce sont des... Je vous dis, État Besson, c'est son oncle. Il a fait le stage chez lui. J'étais membre du Conseil de l'ordre. Reste que le barreau aurait pu faire une sortie pour siffler comme la fin de la récréation. Ça aurait été plus clair si le barreau faisait une sortie, le président. Il faut convoquer, il faut demander au bâtonnier de l'ordre des avocats, dont je ne suis pas le représentant, pourquoi il ne va pas voir le ministre de la Justice, garde de l'État. Très bien, on reviendra à Maître Percy. Sa qualité de celui qui doit représenter l'ordre pour ça, ces revendications. Et je souhaite qu'il le fasse rapidement. Et d'ailleurs, je dis qu'il y a une réunion qui se passe à Bamenda, c'est dans les prochains jours, où je fais partie des gens qui doivent y aller pour pouvoir discuter de ce problème. Et il faudrait que les avocats anglophones ne débordent pas pour faire la politique, le fédéralisme. Ça, il faut le remplacer. Non, c'est un problème très important. On reviendra à vous. Oui, on en reparlera tout à l'heure. C'est un problème qui a été réglé depuis 1961, où nous avons perdu 490 000 km², l'état du Bornou. Et on ne va pas recommencer encore
à faire ces revendications. Anne, vous voulez réagir? Non, moi je dis, ce qui pose problème dans cette situation, c'est la timidité de ceux qui doivent encadrer le problème. C'est valable pour le ministre de la Justice, c'est valable pour le bâtonnier, en fait pour l'ordre des avocats. Parce que lorsque la police ou les autorités administratives interdisent une conférence de presse des avocats, c'était l'occasion où le barreau entre en jeu et règle ce problème. Ou bien décide que les avocats n'ont pas droit de faire des conférences de presse. À ce moment-là, il prend une décision que par rapport à ce qui a voulu se faire, ce n'était pas normal. Mais laisser couler, pourrait laisser penser qu'il y a une certaine complicité avec le ministre de la Justice. Non, l'ordre des avocats leur a dit de cesser, cesser de reprendre le travail. Il leur a dit l'ordre des avocats peut faire des sorties publiques. Hein. C'est plus clair comme ça. Ça a été public. Ils ont publié le communiqué de l'ordre des avocats qui s'est réuni à Yaoundé. Après la dislocation de la conférence, premièrement. Deuxièmement, il y a des gens tant pis dans l'ombre. C'est pas... Je n'ai pas donné un seul nom, je pourrais en donner plusieurs. Les John Litumbe sont très nombreux. Bon, d'accord. C'est de leur droit, ceux qui veulent la sécession, qui soient avocats. S'il y a des avocats qui veulent la sécession, c'est leur problème. Mais réduire cette revendication à une manipulation politique, ça c'est ce qui se fait couramment. Lorsque les gens, chaque fois qu'il y a une manifestation, soit politique, soit syndicat, il y a toujours cette histoire qu'il y a des gens tapis dans l'ombre. Il faut éviter d'en faire en réalité une clé passe-partout pour empêcher que les gens ne manifestent. Moi, je ne suis pas pour le fédéralisme, c'est clair. Mais je serais allé soutenir des avocats qui demandent une harmonisation. Mais ça peut poser aucun problème. Attends, si je finis en disant... Rapidement, mais... Parce qu'en réalité, oui. On est en train de parler de l'harmonisation du code français avec le common law. Mais il n'y a pas que ça dans le monde. Il y a les pratiques dans des pays comme le Japon qui se rapprochent beaucoup plus de nos coutumes, de nos us et coutumes. Il faut que le pays rentre dans une autre transformation de notre société sans uniquement se cantonner, se cramponner à nos soi-disant culture occidentale, anglo-saxonne ou française. Alors, et ça, c'est un problème sérieux. Edmond Kamga, justement, les revendications, il y a cette affaire des textes OADA, mais il y a également une autre revendication qui semble très importante. Justement, il parle de cette affaire de common law. C'est une revendication importante. On ne peut pas l'effacer comme ça de la main et parler de revendications politiques. Les avocats anglophones demandent que ce soit appliqué dans les zones anglophones, le common law uniquement, et que les magistrats francophones qui ne maîtrisent apparemment pas... Là, c'est pas juste. Il faut harmoniser. Ne maîtrisent apparemment pas cette loi ou ce droit soient renvoyés dans les zones francophones et les anglophones. Alors, c'est ça, ce sont des revendications pertinentes, je pense. Oui, tout à fait. Ce sont des revendications pertinentes. Le problème, c'est le spectacle désolant et déplorable auquel on a assisté, aussi bien à Bamenda qu'à Boya. C'est-à-dire un groupe d'avocats d'expression anglaise qui décide de manifester, d'exprimer sa colère, son mécontentement, et de voir venir des forces de l'ordre avec des gaz lacrymogènes, les pourchasser comme des délinquants, des individus, comme des hors-la-loi. C'est ce spectacle qui n'est pas bien dans un état de droit. Je crois que le Cameroun se proclame état de droit. Parce que cette manifestation aurait pu être encadrée, comme on le voit ailleurs dans d'autres pays à travers le monde. Ne citons pas seulement les pays européens ou américains. Au Gabon à côté, et dans d'autres pays africains, d'Afrique centrale. On a vu comment les manifestations sont encadrées, c'est-à-dire les forces de l'ordre les accompagnent jusqu'au bout. Et sans devoir se voir obligés d'utiliser, n'est-ce pas, les armes, les balles réelles ou pas, ou les gaz lacrymogènes. Il y a par exemple des blessés, il y a des blessés graves parmi ces avocats-là. On aurait pu éviter ça. Très bien. On aurait pu éviter ça d'abord, dès le départ. C'est-à-dire, si au début de la manifestation, les responsables, les autorités administratives notamment, avaient fait leur travail, c'est-à-dire transmettre auprès de la hiérarchie les doléances, n'est-ce pas, de ces avocats, je crois que les solutions aurait été plus rapide. Par exemple, aujourd'hui, lorsque le ministre de la Justice, garde des Sceaux, se pourfend à travers des entretiens, des messages,
des interpellations auprès du Est-ce que ces bâtonnier. messages peuvent être considérés comme Il des aurait pu sorties éviter ça officielles? Et ce sont en des sorties- invitant directement Et ce sont des le sorties bâtonnier. officielles, ces interviews qu'il a accordées, ça peut être Mais considéré comme c'est des sorties- public. Une interview qui est publiée dans un journal. Alors, Dans Cameroun ça veut dire Tribune. d'une certaine C'est manière, officiel, c'est un message. ça veut dire qu'il a d'une certaine manière répondu aux anglophones. Non, on ne répond pas. Ce n'est pas la meilleure façon de répondre. Il faut répondre en utilisant les canaux officiels. Très bien. C'est vrai que les avocats Vous anglophones venez de ont nous dire lu, que c'est officiel. ont lu, n'est-ce pas, la réaction du ministre de la Justice, mais il faudrait que la réponse s'adresse au barreau. Très bien. Oui. Maître Pensy, je vous en prie, avant de revenir à vous, M. Nsekane. Maître Pensy, c'est quoi la différence fondamentale entre ce fameux common law et ce droit civil? Pourquoi est-ce que ça pose autant de problèmes? Juste pour qu'on comprenne, si c'est possible de nous le dire en quelques mots, ce qui pose vraiment problème avec l'application de ce droit dans la zone anglophone. C'est quoi la différence fondamentale? Je ne sais pas si le common law ne s'applique pas. Ils Ça veut- estiment que ça ne s'applique pas. hein. Non. Nous avons même ici, vous avez une juridiction qui s'appelle le tribunal de premier degré et le tribunal coutumier, où c'est la coutume des parties. Par exemple, en matière de divorce, etc. Il y a plusieurs matières où les problèmes se règlent, on appelle les notables, comment ça se passe, et chez vous, et ça se règle. Le common law en soi n'est pas mauvais, c'est le droit jurisprudentiel. Hein, vous comprenez, c'est-à-dire il y a des jurisprudences, il y a des pratiques, il y a un certain nombre de choses. Mais nous sommes arrivés maintenant dans le monde, il y a ce qu'on appelle la mondialisation, où il y a des textes sur le commerce international, etc., qui sont, même en Angleterre, il y a des textes de loi qui existent. Donc c'est un mélange des deux. Je voudrais donc dire une seule chose, c'est que, effectivement, il pose un problème sur certaines spécificités qui se passent au niveau du pays anglophone, qui, à mon avis, doivent demeurer. Ressortir. Doivent demeurer. La même, Intégrés. et la même chose, non, même pas intégrée. La même chose existe, par exemple, moi je sais par exemple aider en Moselle. Alors, si vous avez des gens qui sont au niveau, vous avez l'Alsace et la Lorraine. Oui, oui. Ce sont des gens qui, à l'époque, étaient par l'Allemagne. Oui, et ils avaient oui, des tout à fait. spécificités, par exemple, en droit de la sécurité sociale, des textes qui sont totalement différents. Si vous allez même en France, en Corse, en France, vous devez payer des droits de mutation lorsque votre père meurt, comme au Cameroun. Mais en Corse, c'est gratuit. Et on l'a gardé. Donc, il y a des spécificités qui existent dans le même pays, et il faudrait savoir les garder. D'où la pertinence de ces revendications. Oui, c'est un élément. Je donne un exemple. Lorsque nous sommes allés au Canada, j'étais représenté le barreau en 1985, les vrais autochtones, même ceux c'est les Indiens, Les Indiens. on a donné une spécificité au niveau de là où sont les zones des Indiens qui n'ont pas à payer les impôts et les taxes. Donc, dans chaque pays, on tient compte de ces éléments-là. L'élément, à mon avis, où il y a une erreur, c'est de vouloir tout harmoniser sans tenir compte des spécificités. Et c'est là où je fais appel à l'intelligence. D'autant plus qu'il y a Lengua Messia qui sont là. Il n'est pas le seul. Il y a même sa femme qui a été ministre. Tout à fait. Il y a plusieurs personnes qui sont au gouvernement. Même le secrétaire d'État qui s'occupe des prisons est un anglophone. C'est-à-dire, il y a des gens, et beaucoup de Camerounais sont francophones et savent que c'est important. Donc, il ne faut pas que cet élément-là soit écarté. Et je dis que même dans notre Cameroun à nous, et moi j'avais fait une conférence, je me souviens, en 95 à Paris, pour montrer le droit traditionnel camerounais, comment c'était important et comment ça permet de régler pas mal de problèmes en coûtant très peu cher. Serge Bukolo, on a vu dans ces pancartes que soulevaient donc ces avocats des mots tels que marginalisation. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les avocats anglophones sont marginalisés quand on entend tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit jusqu'ici? Oui, c'est un concept que l'on peut davantage questionner sur le plan statistique, parce que véritablement, c'est vrai que l'on peut davantage mettre en parallèle le double palier quantitatif et qualitatif. Sur le plan quantitatif, lorsque l'on jette un regard notamment sur les positions de pouvoir et d'autorité distribuées notamment à travers les différents postes de décision, on peut davantage constater qu'il y a une certaine marginalisation de la communauté anglophone, parce que véritablement, questionner les statistiques au niveau de l'exécutif, au niveau du judiciaire, au niveau du législatif, entre autres. Donc ça pose un problème. Lorsque l'on jette un regard là-dessus, on peut davantage estimer qu'il y a un problème de fond qui se pose
Parce que sur le plan sociologique, on peut davantage constater que cette communauté est faiblement représentée dans la dynamique de représentation au niveau des procédures décisionnelles. Là, ça pose un problème. Mais maintenant, sur le plan qualitatif, il faut maintenant questionner la compétence d'un ensemble d'acteurs à ce niveau. Et moi, je pense manifestement que là, on peut davantage être relativisé parce qu'en réalité, on ne peut pas davantage répertorier un ensemble de critères pour justement statuer aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif, un ensemble de faits liés à la marginalisation. Par exemple, en harmonisant ce droit, et le commandant l'a un peu perdu de ses fondamentaux, ses formes de marginalisation peut-être. Oui, bon, de toutes les façons, je pense qu'il faut davantage revoir l'ossature textuelle parce qu'à ce niveau-là, il y a justement des singularités dont on parlait tout à l'heure, Maître Pensi, qui devraient davantage être révisées à telle enseigne que nous plus davantage harmonisées. Parce que de percevoir de façon globale, ça peut davantage avoir, on peut laisser croire que oui, on a occulté un ensemble d'aspects. Mais je pense que cette harmonisation progressive peut davantage permettre de pouvoir intégrer un ensemble d'invariants qui pourront justement nous permettre de savoir que oui, il y a au moins quelques pas qui ont été franchis par rapport à la résolution d'un ensemble de problèmes que pose justement cette communauté-là. Une dernière réaction sur ce sujet. Non, d'abord, j'attends toujours que l'ordre des avocats ou le barreau condamne l'agression dont ont été victimes les avocats anglophones. Il faut le faire. Il faut faire des choses pareilles pour marquer. Le barreau quand même doit refuser qu'il y ait des actes comme ça parce que des Camerounais, en plus des avocats, se sont levés et ont essayé de manifester. Il faut que le barreau, dans ce genre de situation, prenne des positions nettes qui n'apparaissent pas comme timides, participant un peu d'une certaine complicité. Première chose. Deuxième chose, moi, la marginalisation n'a aucun sens. Parce que même sur le plan statistique, en termes de Camerounais d'expression francophone, il y a une majorité. Donc en réalité, statistiquement, normalement, il doit y avoir un peu plus d'avocats d'expression française que d'expression anglaise, y compris dans les postes de décision. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on parle de marginalisation, moi je pense par rapport au problème anglophone, il faut parler de la région et des infrastructures, pas au niveau de l'attribution des postes. Notre pays, ce n'est pas un gâteau, ou parce qu'on a l'expression anglaise, on revendique le gâteau parce qu'on parle anglais. Mais il y a des Camerounais qui vivent de part et d'autre de ces régions et qui sont de la même souche régionale et ethnique. Il ne faut pas se cantonner à ce que les colons nous ont laissé pour en faire maintenant un problème de division dans le pays. Moi, je pense que ça pose un problème sur le fédéralisme. Une dernière réaction sur ce sujet. Je voudrais d'abord dire qu'il faut condamner tout quand la police ou les forces de l'ordre rentrent pour pouvoir frapper n'importe quel Camerounais. Mais je tiens également à rappeler que les avocats ne sont pas au-dessus des lois et que quand il faut marcher, ça, il y a... Excusez-moi, vous avez il y a 5 minutes pour parler, je m'en prie. J'ai ma minute pour parler. Les avocats doivent se conformer aux dispositions légales. C'est ça. Et que je condamne le fait qu'on rentre pour les frapper. Deuxièmement, quand vous dites que... je voudrais dire qu'il y a eu des ministres anglophones de la justice. Achille Achou l'a été, Itoé. Mais c'est pas le problème à titre personnel. Non, je voudrais expliquer parce que tu m'as coupé. Et je voudrais également dire qu'il n'y a pas de marginalisation si vous regardez. Moi, j'ai été, pour ce que vous ne savez pas, mon oncle était le premier gouverneur dans le Cameroun anglophone, c'est Guillaume Séké, en 72. Il y avait juste, quand les voitures passaient, c'était une seule voiture, un pont avait à peu près 4 mètres. Et les autres voitures attendaient. Il n'y a rien. Depuis que, vraiment, nous sommes unifiés, je peux vous assurer qu'un effort sans précédent a été... Allez à Bouya, allez à Limbe, allez à Bamenda. Non, on voulait le dire. Je voudrais dire qu'il y a des infrastructures. Là, et je crois qu'au niveau de la répartition... Au niveau de la répartition, moi, c'est des choses qui existent. C'était une petite bourgade. On en a fait des grandes villes. Et j'aimerais qu'on fasse encore un peu plus. Mais ce problème-là, des avocats qui dégénèrent un problème sécessionniste, qui veut faire la politique, qui fassent comme moi, je suis un RDPC, qu'ils aillent dans leur parti faire ce qu'ils ont à faire, mais qu'ils ne mélangent pas les procédures. C'est pour ça que ce langage-là, il y a des choses qui sont bonnes à l'intérieur et à l'autre côté, c'est-à-dire il y a un mélange de tout. Et c'est ça qui ne donne pas, en fin de compte, on ne voit pas une lisibilité dans ce qu'ils font. Et quand on dit qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, effectivement, il y a des gens à l'intérieur qui ont échoué
pour faire ce qu'on appelle du statu quo hanté, on appelle ça des gens, des réactionnaires. On va terminer avec vous sur le sujet. Merci, merci. Alors que le Cameroun est un pays uni et le restera. On finit par vous, Edmond Kanga, sur le sujet. Dernière réaction avant de passer. Je vais dire un mot sur le concept de marginalisation. Il ne faut pas le voir seulement au terme économique. C'est vrai qu'il y a des relents économiques. Il faut le voir fondamentalement sur le plan politique. Parce qu'il ne faut pas noyer la question des revendications anglophones. Parce qu'il existe une question anglophone, ou si vous voulez un problème anglophone. Il est plus politique, plus politique qu'économique. Parce qu'on n'a pas le temps d'en débattre. Mais je vais vous dire, il y a derrière le concept de marginalisation, le concept de frustration en sociologie politique, en sciences politiques. Et qui n'est pas frustré. Écoutez, j'ai dit on n'a pas suffisamment de temps pour le développer, mais je vais vous dire, ne noyez pas cette question. Vous ne pouvez pas aller à Ezeka. Les routes n'existent pas. Mais Pensi, quand vous parlez, je vous coupe pas. Les Camerounais sont Pensi, moi je vous coupe pas, je vais vous parler. Donc, je termine en disant, effectivement, il y a la marginalisation qui concerne les anglophones. On reparlera de cette marginalisation dans une autre édition. On espère donc que le barreau fera une sortie la semaine prochaine pour que ce soit un peu plus clair, pour voir plus clair dans cette affaire. Je propose qu'on entame le second sujet de cette journée. Nous allons donc parler de cette élection de Donald Trump, le 45e président des États-Unis. Élection donc qui est donc le résultat qui est donc connu depuis le 9 novembre dernier. Sauf que contrairement ce qui semblait s'imposer comme logique contre toute attente, ce n'est donc pas Hillary Clinton, mais Donald Trump, l'homme qui a donc su tromper quasiment tous les sondages. Le phénomène Trump qui est donc désormais aux commandes de la première puissance du monde. Serge Mebikoy, avant de nous intéresser à ce que l'on pourrait attendre, je le disais, nous Africains, Camerounais particulièrement, de cette élection aux États-Unis, revenons un peu quand même sur ce très particulier président, qui est président donc Donald Trump, que personne ne voyait venir alors que tout le monde refusait de voir venir. Comment est-ce que vous allez vous commenter cela? Est-ce qu'on ne voyait pas Trump venir ou alors on refusait tout simplement de se dire qu'un personnage pareil pourrait être à la tête des États-Unis? Oui, on peut à ce niveau questionner l'environnement médiatique qui a véritablement présidé à l'organisation de cette élection, parce que véritablement on se rend compte qu'aujourd'hui il y a un problème de fond au niveau même de la catégorisation d'un ensemble d'acteurs politiques. Parce que lorsque vous avez jeté un regard notamment sur la campagne électorale, il y a notamment des clichés essentiellement négatifs voire péjoratifs qui ont été justement attribués à Donald Trump. Un homme populiste, un homme politique populiste, impertinent, violent, caractériel, entre autres. Donc sur la base de cette stigmatisation négative, on s'est davantage rendu compte qu'il y a eu un basculement des masses médias, de même que des instituts de sondage qui ont justement criminalisé l'homme. Et c'est là où l'on peut davantage relever à ce niveau un piège sur le plan épistémologique, parce que l'on s'est davantage rendu compte qu'aujourd'hui, se cantonner seulement dans l'environnement médiatique en estimant véritablement que oui, il faut davantage cribler de balles tel individu, de manière à pouvoir perdre les élections, ça pose un problème. Moi je pense que manifestement, ça nous permet davantage de constater qu'aujourd'hui, le peuple reste et demeure le seul mandant lors des questions électorales. Parce que lorsqu'une minorité élitiste qui a notamment accès aux médias estime véritablement que le peuple peut se tromper en représentant un ensemble de vues, ça pose un problème. Ça montre aujourd'hui qu'on peut davantage se tromper à temps et à contre-temps. Deuxièmement, il faut également relever qu'il y a un postulat que les différents sociologues de l'information et de la communication ont davantage relevé depuis plusieurs années. Francis Ball, pour ne pas le nommer, qui a davantage traduit la toute-puissance indéniable et imparable des masses médias. Or, aujourd'hui, on se rend compte que ce ne sont plus les médias qui dictent la façon, le processus comportemental d'un ensemble du corps électoral. Mais l'on se rend compte aujourd'hui que le peuple, à un moment déterminé de l'histoire, peut justement se décider et s'autodéterminer pour justement élire tel ou bien tel autre. Troisièmement, il faut également noter aujourd'hui le questionnement même autour de la fraude électorale, parce que ceux qui avaient davantage pensé dès le départ que Donald Trump pourrait gagner peuvent davantage estimer que oui, il y a justement des élections qui ont été truquées. Or, en réalité, ça montre véritablement qu'il faut faire attention sur les poncifs ou bien sur des stéréotypes que l'on peut davantage attribuer à tel ou à tel. Parce que là, on peut davantage estimer que le fait de dire de façon spontanée que telle élection a été fraudée ou pas, ça pose un problème. On risque là justement
de manipuler un ensemble de consciences, bien. notamment la jeunesse, pour aller justement dans les rues de manière à manifester, à contester de façon violente. Donc, ce sont des éléments qui nous permettent encore de réfléchir de manière à questionner l'environnement médiatique et de même que des instituts de sondage. Edmond Kambia, c'est vrai, on peut parler de cette médiatisation de Hillary Clinton, ces sondages qui ne sont pas toujours, reflètent pas toujours la vérité des urnes, mais il y a que même après cette élection, on voit les Américains réagir comme s'ils étaient surpris. On se demande, mais qui a voté ce Donald Trump finalement, cet homme qui incarne l'art du politiquement incorrect. Depuis son élection, la presse internationale, nationale essaie d'épiloguer sur les causes de l'échec de Hillary Clinton. Mais est-ce que finalement, on ne peut pas penser qu'il s'agit là d'un homme, un destin exceptionnel, un milliardaire exceptionnel, un type qui arrive comme ça et une sorte de destin. Est-ce qu'il y a une logique finalement à cette élection? On peut se poser la question quand on voit la réaction même du peuple américain qui est censé avoir voté ce président et qui est surpris aujourd'hui par les résultats. On comprend plus finalement ce qui se passe avec ce Donald Trump. Effectivement. Est-ce qu'il y a une logique finalement dans cette élection? Il n'y a pas de logique, il y a un phénomène qui s'appelle Trump. Donald Trump est un phénomène. Et pour comprendre le phénomène, je pense qu'il faut d'abord faire un constat. Le premier constat, c'est que les médias se sont trompés. Ensuite, les instituts de sondage se sont trompés. Également, les professionnels de la politique se sont trompés. Quand je mets dans professionnels de la politique, je pense non seulement aux entrepreneurs politiques, c'est-à-dire les hommes politiques, les femmes politiques, mais également les politologues, c'est-à-dire que tous ceux-là, les consultants politiques, se sont trompés. Je disais, on s'éloigne de la logique. On s'est éloigné de la logique de l'intelligentsia. Parce qu'il faut comprendre, Trump a ceci de particulier, pas seulement parce qu'il est milliardaire, mais c'est un homme qui en réalité exprime tout haut ce que pense l'Américain tout bas. Pour le comprendre, il faut voir un certain nombre de phénomènes, pas seulement aux États-Unis, mais également en Europe, depuis un certain nombre d'années. La montée des mouvements extrémistes, la montée des mouvements souverainistes. On voit très bien que Donald Trump s'est exprimé et s'est adressé particulièrement à l'Américain des zones rurales, à l'Américain des zones désindustrialisées, aux Américains, pour la plupart de race blanche, qui ont peur de perdre leurs emplois. Donc certains ont même déjà perdu leur emploi. Et le fait qu'il soit milliardaire, qu'il promet, qu'il annonce qu'il y a un potentiel que les Américains peuvent exploiter pour avoir de l'emploi, il s'adresse à l'Américain profond. Et ceux-là l'ont écouté. Et je peux vous dire, Donald Trump n'est pas un homme naïf. Et pourquoi est-ce que les professionnels de la politique se sont trompés? Parce que derrière son discours d'individu qui dit des choses comme il pense, c'est-à-dire terre à terre, ça sort comme ça sort, c'est-à-dire il dit des choses, il dit Hillary Clinton, elle est méchante, elle est malhonnête, et puis vous voyez, la presse, les médias américains ont été pris dans leur propre piège. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui dit des choses qui embêtent, qui dérangent, mais en même temps, ça suscite l'intérêt des médias, qui rendent fidèlement compte de ce que dit Donald Trump, amène l'opinion publique. Ça, c'est un autre débat, le concept d'opinion publique. Est-ce qu'il existe une opinion publique? C'est tout un débat académique et théorique. Il y en a, comme Bourdieu, qui pense que l'opinion publique n'existe même pas. Il y en a qui pensent qu'elle existe. Mais dans cette affaire, on se rend bien compte que l'opinion publique, dont les médias et les instituts de sondage se sont servis, concerne essentiellement une partie de l'Amérique. L'autre partie de l'Amérique, celle-là, les électeurs américains qui ont voté pour Donald Trump, n'étaient pas ceux-là qui étaient concernés par les sondages. Très bien. On peut même faire aussi un distinguo entre le peuple et la population. Effectivement. Très bien. Alors, Ainsley Canet, c'est un peu paradoxal quand même. Enfin, de ne pas l'aimer, de ne pas le concevoir, je parle de ce discours assez extrémiste qui prend de l'ampleur aujourd'hui dans plusieurs pays. On a l'impression que les gens sont choqués par ces déclarations de Donald Trump qui va construire des murs pour empêcher aux Mexicains d'arriver aux États-Unis. On est un peu choqués par sa façon de vouloir une Amérique qui ne sera pas ouverte. Mais paradoxalement, on a l'impression que c'est un discours qui passe, ce discours populiste sur lequel il a surfé. On ne voit pas seulement ça avec Donald Trump, on voit ça avec Marine Le Pen en France. On a l'impression que c'est des discours aujourd'hui. Les gens disent non, mais c'est pas bien, c'est pas. Mais après, on a l'impression qu'on adhère. Alors, est-ce que c'est une façon. Il fallait sortir du chapeau un noir pour marquer le côté humaniste des États-Unis. Trump est le vrai visage de l'Amérique d'aujourd'hui. C'est sous Obama qu'on a tué le maximum de noirs. Il faut le voir. C'est sous Obama qu'il y a eu un approfondissement
du fossé entre les plus pauvres et les plus riches. C'est sous Obama que le problème de la mondialisation pose des problèmes. C'est sous Obama que le racisme, alors que le président est noir, c'est des États-Unis. Trump, c'est l'Amérique d'aujourd'hui. Comme Marine Le Pen serait la France d'aujourd'hui. Quand vous parlez de l'Amérique d'aujourd'hui, vous parlez de quoi C'est-à-dire concrètement? une Amérique recroquevillée sur elle-même, qui n'aime pas la mondialisation. Trump ne parle pas de la mondialisation. Trump parle des intérêts des Américains et du peuple américain. Donc c'est un échec. Donc c'est un Trump qui ne voit pas les choses comme l'ingérence dans des pays, ou alors c'est un Trump qui voit l'Amérique comme une puissance qui pourra agir à n'importe quel moment. Il faut Trump dit, ce qui m'importe dans son premier discours, c'est l'intérêt des États-Unis et des Américains. Tous les autres, il le dit, doivent le comprendre. Je suis prêt à discuter, mais c'est d'abord l'intérêt de l'Amérique. La mondialisation, c'est bien, mais lorsque les Américains, les Occidentaux, sont en train de discuter aujourd'hui avec les Américains sur les accords bilatéraux et qu'ils ne traînent le pas, nous, on nous envoie les appels ici pour nous dire qu'on est dans on n'est pas dans la mondialisation. On est dans une filouterie qui veut amener le continent noir, continent africain, à rester à la marge du développement. Et moi, je dis, je ne suis pas surpris que Trump ait gagné aujourd'hui. Parce que le soutien d'Obama ne lui a pas servi. Bien au contraire. Il n'a pas servi à Hillary Clinton. À Hillary Clinton, bien au contraire. Parce que Obama a menti aux Noirs en leur faisant croire qu'il n'est pas d'abord le président des États-Unis. Parce qu'il est noir, il n'est pas d'abord, il est d'abord, il a toujours été président des États-Unis. Peut-être aussi que ce sont les Noirs qui attendaient ça. En voyant un Obama noir, ils se sont dit que ça sera le président des Noirs aussi. Mais oui, mais parce que justement, l'Amérique s'en est servi comme un cache-sexe. Et il n'a pas osé sortir de ce cliché qu'on lui donne en allant faire des excursions au Kenya, qui va s'occuper. Il ne s'est pas occupé de l'Afrique, bien au contraire. Donc moi je dis, il faut faire très attention. La victoire de Trump est en réalité peut-être le glas de la mondialisation. Très bien. Les batailles aujourd'hui vont se durcir entre les intérêts des États. Maître Pensy, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne vont se réunir ce dimanche soir pour une rencontre extraordinaire à Bruxelles. Il s'agit de débattre sur les conséquences de l'élection de Donald Trump. En fait, l'Union européenne, ce n'est plus caché, est inquiète. Elle est un peu comme dans un flou après l'arrivée de ce président assez énigmatique à la tête des États-Unis. Alors, est-ce que le même sentiment devrait habiter aujourd'hui l'Afrique? Est-ce que nous aussi, on devrait être inquiet avec l'arrivée de ce président-là qui est assez controversé, qui est assez imprévisible? Est-ce qu'on est dans la même situation? C'est vrai que les intérêts ne sont pas pareils, mais est-ce qu'en Afrique, on devrait s'inquiéter aussi? Oui, je voudrais d'abord, si vous permettez, que je puisse revenir sur un des aspects. Effectivement, Edmond a parlé tout à l'heure de l'échec des médias. L'échec des médias existe partout. Il existe également au Cameroun. 90% des médias sont contre le parti au pouvoir et chaque fois... Non, ce n'est pas le même débat. Ce n'est pas le même débat. Vraiment. Ce n'est pas le même débat. Pas du tout. Pas du tout. 90% des Camerounais, oui. Vous avez des personnes... Non, je reviens au débat américain. Vous avez la masse populaire. Parce que c'est une voix, un vote, c'est une personne. Ouais. C'est-à-dire un agrégé aux 10 000 diplômes a les mêmes voix qu'un paysan du fin fond de Lomier. Donc je voudrais dire ça. Je voudrais dire que c'est l'Amérique profonde qui est venue. Ce sont des gens qu'on ne sonde pas. Et ce sont des gens qu'on n'est pas allé voir. Il existe une affaire aux États-Unis actuellement où il y a un chômage abyssal, où il y a des gens qui n'arrivent même plus à manger. Effectivement, le président Kane l'a souligné, il y a un accroissement de la pauvreté, des gens qui sont encore devenus plus pauvres et qui sont exclus et qui ne se sentent pas tout simplement faire partie de l'Amérique. De l'autre côté, vous avez Trump, c'est le rêve américain. Ce monsieur a déjà fait faillite. Oui. Les gens ne le savent pas.
Il a fait faillite et il a su remonter. Il a su Ah non, utiliser. plusieurs de ces sociétés C'est ont- une loi qui existe en Angleterre, ça existe ici également, sur la loi sur la suspension des poursuites, où vous pouvez, par l'acte uniforme l'OADA, vous faites un règlement préventif, personne ne vous poursuit, et puis vous négociez avec vos créanciers en disant, bon, sinon je fais faillite, enlève-moi 80%, prends 20%, et il y a certaines personnes qui ne seront pas payées, qui sont ce qu'on appelle les créanciers chirographaires. C'est comme ça qu'il a planté pas mal de personnes, et c'est comme ça, effectivement, avec ce qu'on appelle en fiscalité la gestion du déficit, qu'il est resté plus de 10 ou 12 ans sans payer. Alors, les impôts. l'Afrique devrait Donc, elle être je inquiète voudrais aujourd'hui? dire par là que vedette, il faut quand même situer qui c'est le vedette de la télé-réalité. C'est-à-dire, c'est la personne qui est connue, qui, il vous dit, je vous renvoie. Et les Américains l'admirent. Et il a fait une déclaration dans People Magazine il y a 18 ans, où il a dit, moi, quand je vais me présenter aux élections présidentielles américaines, je vais dire n'importe quoi. Je vais être démagogue. Mais les gens sont bêtes. Donc, on est dans une stratégie bien préparée. Ça fait sa stratégie qui est bien préparée. Et il dit, ils vont me lire parce qu'ils regardent Fox News, qui est une des télévisions américaines, où effectivement c'est le petit peuple qui regarde. Alors, et c'est lui qui vote. est-ce que l'Afrique devrait Alors, s'inquiéter aujourd'hui? Pardon? Est-ce que l'Afrique doit s'inquiéter? Alors, en s'agissant de l'Europe d'abord, suppression, il a dit le TTIP, j'en veux pas. Le TTIP, c'est quoi? C'est la CPE. Que moi, avec Edmond, nous sommes nombreux à combattre en disant que c'est une mauvaise chose, même si c'est un choix du gouvernement. Et il dit, mais bien sûr, je ne suis pas d'accord Mais avec ce qui se fait. Et il a dit, que on va pas se développer sans avoir les droits de douane, enfin, et sans industrie. Il faut quand même. Donc il est en train de dire un certain nombre de choses, mais il sera freiné par le Congrès, par le businessman, c'est-à-dire l'establishment, les hommes d'affaires qui sont très puissants aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a, contrairement à l'Afrique, Sur la question un de l'Afrique. vrai. Non, attendez, c'est très important. Il y a ce qu'on appelle l'équilibre des pouvoirs. Ouais. Et on va en parler tout à l'heure. Alors maintenant, les Européens sont inquiets en supplément cela. Ils se disent comment ça va faire. Non, ils l'ont déjà invité à venir parce qu'ils ne savent pas qui c'est pour pouvoir en discuter ces jours-ci. Et c'est ce qui va se passer. En fin de compte, c'est comme si c'était un Brexit au niveau des États-Unis. C'est un vrai Brexit. Et là, on n'a pas vu ça. C'est comme si c'est nous qui votions. C'est-à-dire c'est les intellectuels et les journalistes qui votent. Non, c'est le bas peuple au niveau des élections qui votent. Et c'est pour cela qu'il a surpris les gens. Et n'oubliez pas que Hillary Clinton est détestée. On en revient à ma question, États-Unis. maintenant, il faut sortir rapidement. Oui, Elle est populaire, les Africains, ils doivent se dire quand même qu'il ne viendra pas financer, il ne va pas continuer à financer l'État islamique, comme Hillary Clinton l'a fait. Les Boko Haram, Ça, c'est tout ça, pour c'est essayer... une déclaration très forte. Non, Mais c'est une réalité. c'est C'est pertinent. Hillary Clinton a fait financer le mariage de sa fille par le Qatar. C'est le Qatar qui finance les islamistes qui bombardent partout. Même aujourd'hui, le 13 novembre, c'est eux qui sont derrière tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui est froid, qui, lorsque son mari la trompe, va payer la maîtresse pour qu'elle ne parle pas. Et on lui donne de l'argent. Donc, c'est quelqu'un qui est haï. Et donc, la victoire de l'establishment qui a réglé, on ne veut plus de ça. Donc, on peut espérer que face à la réalité disons, de la mondialisation, il ne pourra pas faire son programme, bien que soit soutenu par le Ku Klux Klan. C'est très dangereux. Alors, je voudrais dire, pour retomber là-dessus, c'est que avec les États-Unis, il y a ce qu'on appelle business as usual. Vous êtes avec les Américains pour faire le business. Et je pense que c'est mieux qu'avec les gens tapis dans l'ombre. Très bien. De l'autre côté, vendre les armes. On en revient à ces gens tapis dans l'ombre. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose qu'ils soient là pour pouvoir défendre les intérêts des États-Unis. Et nous allons défendre nos propres intérêts avec des intellectuels, mais pas avec un certain nombre de personnes qui ne comprennent rien et certains qui sont là-haut. Et nous les connaissons tous. Alors, Serge Amébiko, sur la question des rapports avec les dirigeants africains, avec Hillary Clinton, c'était déjà clair. On savait son antipathie pour les dirigeants africains. Elle n'avait pas caché qu'elle n'aimait pas beaucoup ces dirigeants africains qui ont une certaine longévité au pouvoir. Est-ce qu'avec Donald Trump, aujourd'hui, on a vu beaucoup il faut peut-être le noter, on a vu beaucoup de chefs africains réagir positivement à cette réaction. C'est vrai que c'est diplomatique, c'est un message, mais ceux qui lisent entre les lignes ont l'impression que c'était
content de voir cet homme arriver. Est-ce que sur cette question, cette relation, on peut se dire que, ouf, pour ces dirigeants qui craignaient de voir les Américains agir dans l'ombre, tapis dans l'ombre, justement, pour qu'ils quittent les États après plusieurs années passées au pouvoir. Est-ce qu'avec Donald Trump, c'est sûr que cette question, il restera sur les problèmes américains, il ne va pas trop s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur, il ne va pas trop s'occuper de ses dirigeants. Est-ce qu'avec lui, on est sûr que sur ce point-là, voilà, c'est peut-être un ouf de soulagement pour ces dirigeants? D'abord, Donald Trump a un postulat, et Ansel Kane a bien fait de mentionner cela tout à l'heure. L'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord, ça montre véritablement qu'il y aura une focalisation durant son mandat sur les Américains. C'est la raison pour laquelle on peut davantage noter que, à ce niveau, son projet politique vise davantage à concentrer tous ses efforts, notamment sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel et social, sur les Américains. En ce sens, on peut davantage noter là cette spécification au niveau même des problématiques que l'on peut davantage noter en Amérique. Mais maintenant, moi, il ne faut plus que l'on revienne sur les différentes problématiques que l'on a posées durant les années antérieures, à savoir que, oui, il faudrait que tel nouveau président puisse s'occuper notamment des Africains, parce qu'on est toujours là dans la mentalité du complexe de l'être colonisé. Et ça pose un problème de fond. Il faut que les Africains apprennent justement à s'assumer. Parce qu'aujourd'hui, si l'on ne sort pas justement, si l'on ne s'affranchit pas de ces différents déterminants, ça va poser un problème, notamment en termes de développement. C'est la raison pour laquelle on veut toujours penser ailleurs. Or, il faut penser soi. Et moi, je pense que le tout ne résiste pas. Parce que même lorsque Barack Obama accédait justement au pouvoir, les Noirs avaient rêvé. Or, aujourd'hui, lorsqu'on essaie un peu d'évaluer, finalement, c'est la déception totale et ça pose un problème de fond. Donc c'est la raison pour laquelle moi je pense qu'à ce niveau, il faudrait que les Africains apprennent véritablement à s'autodéterminer à tel enseigne que l'on puisse justement voir comment on peut justement forger, notamment dans notre circuit intérieur, un ensemble de concepts de développement. Parce qu'en réalité, chaque pays a justement ses modèles, chaque pays a ses aspirations, chaque pays a un ensemble de visions que l'on peut davantage répertorier, même si l'on peut davantage regretter qu'au Cameroun, n'en déplaise à Maître Pensi, que vraiment jusqu'à l'heure actuelle, on peut davantage se questionner parce qu'après 34 ans de pouvoir, on peut davantage réfléchir, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Véritablement, il y a encore un mal développement qui se pose avec acuité. Si on va interroger un ensemble d'acteurs, vous allez constater qu'il y a un malaise social qui règne. Donc, vous avez dit que je ne suis pas d'accord avec bon, puisque moi je sais que vous avez justement un ensemble d'arguments qui visent notamment à faire prévaloir les idéologies de la classe gouvernante, qui visent justement à cacher un ensemble de... La classe gouvernante peut se tromper. Et heureusement que vous le savez. Elle se trompe souvent. Alors, on va en parler. Edmond, rapidement sur justement ce Donald Trump, est-ce que finalement la mondialisation, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'on pourrait fonctionner avec ce monde que présente Donald Trump, l'Amérique d'abord, ça pourrait marcher pour tous les autres pays, ces pays qui sont en train de développer ces discours extrémistes, pas non aux musulmans, non aux immigrés, non. Est-ce que le monde peut rentrer? Est-ce que c'est un retour en arrière ou alors c'est seulement une réalité qu'on avait cachée jusqu'ici, de penser que chaque pays devrait se refermer sur lui-même aujourd'hui pour mieux vivre avec ses problèmes de chômage? On a l'impression que c'est le discours qui marche, je le disais tout à l'heure, de dire il faut arrêter de penser qu'on va accueillir tout le monde, on va être hospitalier. Est-ce que c'est un discours qui a son sens aujourd'hui? Oui, c'est un discours qui a son sens parce que c'est un discours qui écoute les masses populaires, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Le discours marche, mais est-ce que c'est faisable? C'est difficile à l'appliquer. Vous allez vous rendre compte. D'ailleurs, après avoir rencontré en audience Obama, jeudi dernier, on a vu comment, dans ses propos à la presse, Donald Trump devenait quelqu'un d'autre qu'on n'a pas vu pendant la campagne. Exactement. Notamment sur l'Obamacare. C'est-à-dire que n'est-ce pas, c'est cette loi-là qui va permettre, n'est-ce pas, l'assurance maladie pour les populations. Il annonçait qu'il va l'abroger. Mais tout de suite, son discours a changé. Il dit qu'il va peut-être l'amender. C'est un discours différent. De l'abrogation à l'amendement, c'est deux choses différentes. Et il faut s'attendre sur un certain nombre de propos qu'il a tenus. Il va les atténuer de manière progressive, tant en ce qui concerne les questions concernant l'administration Obama, qu'en ce qui concerne même la réalité j'allais dire, des relations internationales. Aujourd'hui, je peux vous dire, le grand gagnant sur le plan international de la victoire de Trump, c'est la Russie, c'est Vladimir Poutine.
laissons de côté, c'est-à-dire tout ce qu'il y a eu dans les affaires des emails où de temps en temps Hillary essayait de taquiner Donald Trump en disant que oui, c'est la Russie qui est derrière toi et tout. Mais je peux vous dire que le seul fait pour Donald Trump d'annoncer une Amérique isolationniste, protectionniste, en tout cas une Amérique qui ne jouerait plus peut-être, je dis bien peut-être parce qu'il faut être très relatif, le rôle de gendarme dans le monde entier. Ça arrange Vladimir Poutine qui est aujourd'hui l'homme le plus puissant du monde. D'ailleurs, d'après les magazines américains, Forbes, Vladimir est l'homme le plus puissant du monde. Et il faut s'attendre sur des dossiers comme l'Ukraine et la Syrie, que les États-Unis, notamment Washington, aient une vision différente. C'est-à-dire qu'il lève un peu le pied sur la pédale. Et là, ce sera quelque chose de bon pour l'équilibre planétaire, pour la paix dans le monde. Je ne peux pas terminer sans dire, sans faire un lien, parce que cela va arriver. J'ai dit ça va arriver. C'est de la prospective ainsi. Vous savez, en France, le 21 avril 2002, Le Pen est arrivé en deuxième position derrière Chirac lors des élections présidentielles. Lionel Jospin, qui a dû abandonner la politique parce qu'il est arrivé en troisième position, je crois, doit se souvenir, avec ce qui arrive aux États-Unis, doit se souvenir de ce qui s'est passé. Parce qu'il arrive à faire la même chose que Lionel Jospin. Elle est obligée d'abandonner Marine Le Pen. Non, j'ai dit que Hillary Clinton va faire la même chose que Lionel Jospin, c'est-à-dire abandonner la politique. Et ce qui va arriver en France en 2017, il ne faut pas se leurrer. Sauf s'il y a des trucages électoraux, je peux vous assurer que Marine Le Pen aura au moins le même nombre de suffrages, sinon plus que son père. Très bien. En 2002, en 2017. Nous allons aller rapidement parce que le temps, il va très vite. Anissé Kane, est-ce que justement Donald Trump, ce n'est pas finalement le bon politicien, contrairement à ce que les gens ont voulu faire croire, c'est un type qui arrive comme ça dans la politique, comme un cheveu dans la soupe. Est-ce que finalement le bon politicien, ce n'est pas cet acteur? Parce qu'être un grand des téléréalités, c'est pratiquement ça, c'est être acteur. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a su surfer sur ce qu'attendait le bon discours? Est-ce qu'il n'est pas lui-même sûr que ce qu'il dit n'est pas vraiment faisable? On l'a vu changer carrément de ton juste après l'élection, juste après donc son élection. Il est revenu à un autre Donald Trump et aujourd'hui on a l'impression qu'il change. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui finalement a très bien su jouer son jeu et qu'il avait préparé, si on s'en tient à ce que nous dit Maître Merti 18 ans avant? Mais c'est déjà une erreur de penser que la politique est faite pour les technocrates. La politique n'est pas faite pour les technocrates. Les grands hommes politiques qui ont fait l'histoire de l'humanité n'étaient pas des technocrates. C'est une confiscation du pouvoir politique par les technocrates dans le cadre de la soi-disant mondialisation. Je disais, c'est tant mieux si il y a un équilibre des forces avec la montée en puissance de Poutine. Est-ce qu'il y aura cet équilibre des forces? Ça peut être un discours de campagne aussi, dire l'Amérique ne va pas être gendarme, l'Amérique ne fera pas tel si... Non, vous savez, il y a une différence en politique entre l'hypocrisie et la réalité. Le monde vit sur une hypocrisie terrible. On parle de mondialisation alors que c'est la filouterie. On parle par exemple, les Occidentaux bombardent à Mossoul, en même temps ils condamnent ce qui se passe à Alep. On est dans l'hypocrisie totale. Et c'est pareil en ce qui concerne l'influence de ce vote en Afrique. Un certain nombre de dirigeants, soi-disant dirigeants ou hommes politiques africains, pensaient que l'avenir de notre continent se situe à Paris ou à Washington et donnaient tous les, je veux dire, ce gousset de la victoire de Hillary Clinton pour venir changer le rapport de force en Afrique. Ils ont, comme on dit, disent les Français, dans le baba. Parce qu'il faut penser notre continent à travers nos réalités, à travers nos forces. Et ne pas penser, parce que ça aussi, c'est de la filouterie, qu'il y a des gens qui aiment l'Afrique et qui voudront donc s'occuper des problèmes africains dans le sens du développement de l'Afrique et du bien-être des Africains. Ce n'est pas vrai. Derrière ce discours mielleux se créent des intérêts fondamentaux. Je préfère que l'Afrique se développe, se batte pour se sortir de l'ornière elle-même qu'elle imagine, comme l'ont fait penser Obama et peut-être la suite. On a fait croire pour Hillary Clinton que notre avenir et notre espoir se trouve aux États-Unis ou à Paris. On va sortir avec vous, Maître Pinty, sur ce sujet. Oui, je voudrais d'abord dire que, moi je vais souvent aux États-Unis, ça fait plus de 20 ans que j'y vais. Les Américains ne savent pas où se trouve le Cameroun. Ils pensent que l'Afrique, c'est un seul pays.
Et sur Les ça, Européens aussi. Hein, oui, les Européens aussi. Même souvent, certains Français, ils ne savent pas ce que c'est. Ils pensent que nous avons des singes à côté avec les lions. Et ils n'imaginent même pas qu'il y ait une télévision et des gens qui mettent des costumes. Donc, c'est pour vous dire comment il ne viendra pas s'occuper des dirigeants africains. D'abord, ça, ce n'est pas ce qui se passe. S'agissant des immigrés, par exemple, vous savez que les États-Unis, c'est un pays d'immigrés. Et que Madame Trump elle-même, elle est d'origine slovaque. Elle est même rentrée sans papier. Tout à fait. Et qu'à partir de ce moment-là, il ne pourra pas le faire parce qu'il y a des dizaines de millions de personnes. Et s'il doit pouvoir les chasser tous, ça va coûter cher. Et vous savez que là-bas, il y aura un procès. Donc là, c'était encore des discours de campagne. Oui, c'est un discours. C'est-à-dire qu'il a fait, et c'est ça, c'est-à-dire, quand on dit qu'il est bête, il a une stratégie pour gagner. Et c'est ce qu'il a utilisé. Oui. Il a cherché les lecteurs parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Quand vous voyez, par exemple, quand vous faites du commerce, c'est ça, là, je vous dis, moi, je suis avocat d'affaires. Quand vous voulez faire un immeuble, ce qui compte, c'est l'emplacement. C'est-à-dire, vous faites ça dans un monde, n'allez pas investir des milliards à l'OPOM. Faites la même chose à Bonapriso. Vous allez récupérer votre argent plus rapidement. L'OPOM, Mundo Kotiou, Bepanda Yonyon. Bon, je voulais par là dire que... Ils seront contents, les habitants de Panda Yonyon. Non, je dis au niveau des investissements, n'allez pas faire les investissements en construction de 10 étages. Vous faites la même maison, 10 étages à Bonapriso, c'est remboursé au bout de 3 ans. Alors qu'au Panda Yonyon, personne ne viendra vous louer l'appartement à 500 000. Ça, c'est la réalité. Et donc, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Et sur ce point-là, je voudrais dire que moi, je ne voudrais pas faire du café du commerce dans cette affaire. Et je dis, les Américains, quand il est là, il va avoir autour de lui, je dis alors l'establishment, c'est-à-dire le Congrès, sa puissance. Et il n'est pas l'homme le plus juste d'Amérique. Et il y a des gens, des forces telles que, avec l'équilibre de pouvoir, il ne pourra pas faire grand-chose. Et si ça freine à violer la loi, il sera poursuivi, il pourra même être... Ah oui, il y a la procédure de destitution. Il y a la procédure de destitution qui existe. C'est pour ça que je tiens à dire ici, déjà qu'il ne faut pas qu'on ait peur de lui. C'est-à-dire, c'est un Américain, donc c'est un pragmatique. Et que, s'agissant effectivement, la Russie a pour l'instant un avantage, mais on verra à l'avenir, parce que les Américains sont d'abord des pragmatiques, comment ça va se faire. J'ai suivi aujourd'hui l'ambassadeur des États-Unis au niveau de l'Union européenne, qui a fait des déclarations sur France 24, et qui a fait des déclarations de telle sorte que, si vous regardez d'ailleurs, la personne qui s'occupe de l'administration, c'est le vice-président qui est un sénateur, qui est quelqu'un qui connaît la politique. Lui, il ne connaît rien de la politique. Et là, il se l'a pris en charge. Et à partir de ce moment-là, il ne pourra pas tout faire. C'est là l'espoir d'avoir un homme pragmatique à la tête des affaires. C'est pour dire quoi? Pour sortir rapidement. Quand on veut être élu, monsieur le président Canet, il faut laisser l'espoir aux gens. Même si vous racontez des conneries, le peuple qui va voter pour vous ne va pas se mettre à faire des statistiques. Les déclarations, ceci va entraîner un déficit de tel de milliards. Au moins là, c'est clair. Au moins là, c'est clair. Rapidement, donc un mot sur... on va revenir sur ce sujet. Certainement, je vous en prie, on y va rapidement sur le dernier sujet. Je disais, ce sera juste un mot sur cette session parlementaire de novembre, ouverte depuis jeudi. C'est une session consacrée donc traditionnellement au vote du budget. Mais dans la presse, il y a, en dehors des chiffres et des milliards qui vont être évoqués à la fin, quelques points intéressants qui ont retenu l'attention de la presse cette semaine à l'ouverture des travaux. Il s'agit des discours, déjà celui du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yegei Djibril, qui s'est donc arrêté sur un sujet d'actualité, tout au moins un sujet qu'on a poussé au devant de l'actualité ces derniers temps. Il s'agit donc des réseaux sociaux et le président de l'Assemblée nationale qui a donc comparé les réseaux sociaux à une nouvelle forme de terrorisme. Edmond Kamga, ce discours, comment vous le percevez? J'estime avec tout le respect que je lui dois, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, qu'il est passé à côté de la plaque. C'est-à-dire, il aurait dû faire un discours sur autre chose. S'il voulait parler des réseaux sociaux, il fallait s'entourer de collaborateurs qui connaissent les réseaux sociaux, qui puissent l'aider à dire quelque chose de convenable, j'allais dire de digeste sur les réseaux sociaux. Vous estimez qu'il n'a pas été... Oui. Ça a été lourd, c'était un peu selon vous. Il est passé à côté. Il est passé à côté de la plaque parce qu'il a dit des choses déraisonnées et déraisonnables. On ne peut pas assimiler les réseaux sociaux à un groupe terroriste, à Boko Haram par exemple. De croire que c'est un outil de déstabilisation de l'État. Mais il est arriéré, ce monsieur. C'est-à-dire il voudrait peut-être qu'on retourne 50 ans en arrière. C'est-à-dire il est contre l'évolution même des TIC. Alors que le chef de l'État a passé tout son temps à se battre pour que les TIC
aille à tous les Camerounais, y compris des ordinateurs. Voilà monsieur qui dit non aux réseaux sociaux. On ira rapidement parce qu'on n'a plus quelques minutes. Non, c'est pour dire tout simplement que sur ce débat précis, le problème c'est le gouvernement lui-même. C'est la communication gouvernementale qui est mauvaise. Parce qu'il me semble que certains ministères ont des sites, y compris la présidence, le premier ministère et autres. Mais c'est là-bas qu'il faut passer vos messages. Très bien. Ils doivent exploiter les réseaux sociaux à de bonnes fins. Merci et non pas condamner les réseaux sociaux. D'ailleurs, ils ne peuvent pas interdire les réseaux sociaux. Ça, jamais Biko, sauf que le président de l'Assemblée nationale n'est pas allé chercher son sujet très très loin. C'est un sujet qui revient depuis un certain temps dans comment dire ça, le quotidien à capitaux publics. Ça fait la une, ça fait l'objet d'un dossier, ça fait l'objet d'une rencontre à Yaoundé. Le sujet a également été longuement abordé dans les éditions de presse de la télévision nationale et même radio. Alors, ça veut dire que, est-ce qu'il y a un problème, je vais dire, réseaux sociaux aujourd'hui, un problème réseau social, je ne sais pas comment le dire, est-ce qu'il y a un problème? Il n'est pas allé le chercher loin, le président de l'Assemblée nationale, il a juste surfé sur l'actualité qui lui a été proposée. Oui, bon, c'est pour cela que l'on peut davantage regretter le type de traitement que l'on peut davantage mettre en parallèle au sein de l'opinion publique, parce qu'en réalité, lorsque l'on voit, on peut justement criminaliser les dérapages des réseaux sociaux, mais estimer que c'est une forme de terrorisme, c'est assez exagéré. Moi, je pense qu'à ce niveau, il y a un problème de fond, parce que nous sommes là dans le dialogue des différentes générations, parce que ceux qui ont la prétention, ou bien ceux qui ont la propension à utiliser les réseaux sociaux, ce sont nos aînés sociaux. Ça pose un problème. On a l'impression qu'il y a une difficulté à s'adapter, notamment à cette nouvelle technologie, où l'on peut justement avoir accès à un ensemble d'informations, même s'il faut savoir distinguer la bonne graine de l'ivraie. Moi, je pense qu'il y a eu un problème de fond, parce que le traitement que Cameroun Tribune, de même que la CRTV ont fait de ces réseaux sociaux-là, tout partait justement du drame des ECA. Parce que c'est justement à la suite du drame des ECA que l'on a davantage estimé qu'il y a eu un basculement pour montrer davantage dans quelle mesure on peut justement tirer à boulet rouge sur les acteurs des réseaux sociaux. Or, il faut faire attention. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide des technomédias, parce que ce sont ces technomédias-là qui véhiculent même l'information primordiale. Aujourd'hui, ce n'est plus la radio, ce n'est plus la télévision, ce n'est plus la presse écrite qui diffuse le scoop. C'est vrai que maintenant, il faut savoir distinguer les professionnels de l'information qui peuvent publier le scoop au moment opportun. Et c'est là où il faut davantage distinguer sur les réseaux sociaux les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les hommes de médias. Parce que maintenant, tout le monde est devenu journaliste. Mais maintenant, nous, les professionnels, on sait que si tel donne l'information, ça peut être marqué de une certaine crédibilité. Parce que oui, on peut recouper un ensemble d'informations déterminées. Mais si tel autre le fait, il faut faire attention. Donc, ne pas diaboliser systématiquement les réseaux sociaux, alors qu'en réalité, c'est là où on peut justement trouver le nez le plus utile de certaines informations. Anissé Kane, le discours pour ouvrir donc cette session de novembre, un discours donc centré sur les réseaux sociaux. Le sujet vous semble bien choisi, ou alors c'est un bon sujet avec un mauvais traitement, ou alors le sujet même ne devait pas être à l'ordre du jour? Mais Cavalier répète comme un perroquet ce que Biya avait dit avant des réseaux sociaux. Avant qu'ils ne découvrent qu'il faut donner des ordinateurs aux étudiants. Moi, je me pose la question, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux jeunes, les gens n'écoutent pas. Ils sont dans les réseaux sociaux, peut-être il s'adresse à son chef pour lui dire que je pense comme vous qu'il faut en finir avec les réseaux sociaux. Le député, peut-être? Non, la plupart des députés du RDPC lui ont dit que vraiment il est passé à côté. Moi, je pense qu'il y a un problème. On appelle ça, en français, un discours réactionnaire. C'est des gens qui marchent à contre-courant de l'histoire. L'histoire avance et ils freinent des quatre pattes, s'ils en ont. Non, je crois qu'il est passé à côté. Il aurait dû nous parler des écarts, des responsabilités. Comme au Sénat. Comme l'a fait Niat, je ne sais pas, il est sorti de son sommeil. Comme l'a fait Niat. Mais nous parlons des réseaux sociaux, alors que ce sont les réseaux sociaux qui ont permis peut-être de sauver certaines vies à Ezeka. Oui, tout à fait. Oui, à Ezeka. Tant mieux si monsieur le président du Sénat a parlé des responsabilités. J'espère que ce ne sera pas une parole en l'air, parce que les responsables d'Ezeka, on les connaît. C'est le gouvernement du RDPC qui a vendu nos trucs stratégiques à Bolloré, et Bolloré qui a fait une politique à petite semaine. Les enquêtes se poursuivent, M. Anissé Kane. Alors, Maître Pensi, pour sortir.
sur ce discours du président de l'Assemblée nationale et peut-être rapidement également sur celui de Marcel Nyat-Difendi du Sénat. Oui, d'abord, je vais commencer par le discours de Nyat qu'il faut applaudir, parce que Nyat, c'est quand même un ingénieur, c'est quelqu'un qui a été à l'école et qui sait de quoi il parle. Et quand il a parlé de ça, il a dit, bon, en ce qui concerne cela, il faut regarder les contrats de concession qui posent des problèmes, où il règne une opacité terrible, où on a vendu le Cameroun. Oui, ceux qui ont signé, et qui ont touché de l'argent, qui sont des gens corrompus, qui sont peut-être encore là. Qu'on connaît? Bien sûr. On sait qui a signé, et on sait qui a continué à signer. Peut-être même ils sont dans le même parti RDPC, qui est un parti. Ils y sont. Et expliquez-moi, c'est un parti où le bon grain fréquente l'ivraie, mais il ne se touche pas. Bon, et je voudrais dire que je condamne. Et sur ce point-là, c'était un excellent discours. De l'autre côté, vous regardez, alors ça c'est également, ça c'est sur la réflexion et l'analyse. On demande à Kavaï et Djibril quoi? On lui demande d'applaudir. On ne lui demande pas de réfléchir. Oh, c'est qui? Il n'a pas, On mis pour excusez-moi, il a un déficit académique qui ne lui permet pas de s'attaquer aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est 1,5 milliard personnes. C'est aussi beaucoup d'expérience. Quelle expérience? Il fait quoi? Il faut rester votre histoire là. Mais on est au 21e siècle. On ne peut pas avoir quelqu'un comme ça à la tête comme troisième personnage de l'État. Il faut le dire. Il faut le dire et son discours, à votre président. Et donc sur la question des réseaux sociaux. Et le discours qu'il prononce est un discours, oui, réactionnaire, qui ne devait jamais exister. Voilà. C'est parce qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Quand le président de la République dit, par exemple, même si on a vu maintenant que le projet d'acheter les 500 000 ordinateurs n'était pas sérieux et qu'il fallait plutôt faire 40, on pouvait faire à peu près dans les 10 provinces des usines pour donner du travail aux Camerounais et à ce moment-là devenir exportateur des ordinateurs. Je n'ai pas terminé. Rapidement, je voudrais dire par là, en ce qui concerne que Kavaï et Djibril, à mon avis, ne devraient plus être là parce que franchement, ça ne sert à rien au 21e siècle. Il y en a beaucoup qui devraient être là, même comme ça à la tête de cette institution. Donc c'est pour ça que je réagis fermement et je condamne ces propos et qu'ils sachent que nous sommes nombreux, le président de la République aussi, à être pour que les réseaux sociaux soient développés et qu'il y ait au niveau des ministères ce qu'on appelle maintenant un ministère peut-être qui s'occupe du numérique. Très bien. C'est important pour les affaires et pour les soins des gens. Et sans les réseaux sociaux, le drame du Zika aurait été encore plus long. Merci, cher monsieur, d'avoir réagi. En tout cas, vous pouvez retrouver cette émission sur la page Facebook, un réseau social, justement, de Droit de réponse. C'est la fin de cette édition. Merci à vous d'être venus, Serge Amébikoy, Edmond Kamga, Nfekane, et vous, à Maître Emmanuel Pensi. À vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce dimanche. Merci à l'équipe technique. Bon dimanche à tous. Bon dimanche.